value police, or the cloth police, or the language police, or whatever other police you're going to find out in the future. You can't. You can't come to me with bigotry and you say you're looking for peace. You can't come to me with institutionalized discrimination and you say, no, we would like to have a united Quebec. You are dividing Quebec. You are segregating the people. This is divisive law. We can't handle this kind of laws. You are cutting at the seam of the fabric of our society, Madame Marwa. And we will not stop until you apologize and withdraw your law immediately. No. We will not stop. You know your road. You know your way. You're going to hear us. You're going to talk to us. You can't ignore us. We are part and parcel of this society. This is our society and we're going to have to make it good together. You can't do it alone. We all have to join. We all have to participate. We all have to work. You cannot tell me with your straight face that you care about my sisters and you care about the religious minorities and that you would like equality for women, but you push them back home and you want them not to work and not to contribute in society. You prevent them their opportunities to make Quebec a better place to live in. You prevent them the opportunity to integrate and to work and make us all proud of our sisters. Those who excelled in their job, you cannot punish them. You have to award them and reward them. You cannot deal with them this way. No, we reject it. We reject your charter and we reject your ideas and we reject this bigotry and we're going to say no to it. Yes, no. I agree. Madame Marwa, listen to those voices. Listen carefully. You can't keep talking about women in Quebec while you're abusing them, abusing their rights. You have caused you and Mr. Grenville and all those kind of talk about Islamization and all kind of wrong talks as if we're going back to the 1930s. You have caused my sisters to suffer in the streets. You have caused unbelievable damage. You are hurting them. You are causing people to attack them. You are causing xenophobia to go the highest time. If xenophobia in Quebec is right now because of you and because of your minister who continues to talk about civil debate but attack us in a very vicious way. No, we will not accept it. And we're going to say no to your charter, we're going to say no to your ideas, and we're going to say no to you and to Mr. Grenville. You will hear our voice. We're not going to stop. You are trying to play game with Quebecers, and especially with the people in the regions. We will not leave you alone. We will make sure they understand. We will make sure that they will learn about their neighbors. We will make sure that this kind of racism and discrimination will stop. We will make sure that there is awareness. We will open our doors. We will open our mosques. And most of all, we are opening our hearts to all our Quebecers and all our neighbors to make sure that they know about us and they learn about us so that they will stop listening to you. We will make sure that whenever you have courage to go against the Muslim community or the religious minorities in general, Jewish, Sikh or Christian, whoever they are, we will go back against your ideas. We will make sure people will be educated well enough about religion so that you're going to go back. So we're going to tell you, no for your charter, no for your ideas, no for your discussion, no for your compromise. Just take it up, just remove it, just withdraw it, and yes, we're waiting for your apology. Thank you. Merci, Cheikh Absalam Menyaoui, président du Conseil musulman de Montréal. J'aimerais donner la parole à Siegfried Matelé, postdoctorant à l'université l'UQAM, qui travaille sur les problématiques de discrimination et d'islamophobie. Là, j'aimerais qu'un intellectuel vienne nous éclairer sur ces aspects sombres du discours islamophobe, discours raciste, qui est en train de prendre de plus en plus de liberté d'espace dans les médias, sans qu'il soit dénoncé par le gouvernement. C'est une honte, Madame Marwa,
et M. Drainville, que les intellectuels du Québec vous demandent de cesser d'enflammer le débat et au lieu de mettre vos culottes et de demander aux radios poubelles, à Martineau, à Dutrisac, de cesser les attaques contre les musulmans, contre les minorités religieuses. Vous ne leur dites rien. C'est une honte que vous ne demandez pas à la police de sévir contre les crimes haineux et les propos haineux. Alors s'il vous plaît, donnons la parole à Siegfried Martelet, intellectuel qui se respecte, qui va nous éclairer. Merci beaucoup Adil pour cette merveilleuse présentation. J'aime mieux ajuster parce que je vais parler peut-être un peu longtemps. Vous savez, nous les intellectuels, on a ce défaut, alors aussi bien que ce soit audible. Merci beaucoup Adil pour cet accueil très chaleureux. Je vais juste prendre la peine de rectifier. Je ne suis pas un spécialiste de l'islamophobie. Je suis un philosophe, un intellectuel, oui. Quelqu'un qui sait lire un peu et se renseigner. Je vais essayer de faire de mon mieux pour partager avec vous le vocabulaire qu'il faut pour dénoncer la discrimination. Ah, je suis content de vous voir tous ici. Si j'avais peur, il y a des gens qui ne se rendent pas. On entend beaucoup des gens parler que les signes religieux créent des problèmes de cohésion sociale. Mais quand je vois tous les gens qui sont réunis ici, et j'en ai vu plein dans d'autres manifestations, des femmes qui portent le voile, des hommes qui portent des turbans, des kippas, d'autres signes, et tout le monde est très cohésif. Tout le monde se rassemble et tout le monde est là. Merci beaucoup. Je tiens à dire aussi que j'ai pu venir ici avec vous tous. Je suis venu en autobus. Il y avait beaucoup de gens qui visiblement étaient de religions diverses et j'ai pas subi aucune pression ni vu aucune forme de prosélytisme là. Il n'y a personne qui a essayé de me convertir. Alors je tiens à le dire, c'est pas non plus parce qu'il y a des gens qui portent des signes religieux que forcément on va essayer de faire du prosélytisme. Maintenant, je vais vous parler un peu de la charte qui est devant nous et de ces aspects qui sont pour le moins flous, pour le moins peu clairs et qui laissent prise au racisme et à l'islamophobie. Il faut être bien précis avec ce qu'on a devant nous. Moi, je sais très bien que tout le monde va dire qu'on exagère. Alors, je tiens à être très précis dans ce que je dis. C'est vrai que, oui, il y a des endroits où déjà il y a des interdictions du genre. C'est vrai qu'il y a des cours internationales qui ont accepté ça. Mais ils ont bien dit, attention, on accepte pour autant qu'il y ait des raisons, que ce soit justifié, que les mesures soient en lien avec ces raisons-là. Et pour l'instant, je doute beaucoup que ces mesures, que les objectifs soient clairs et que les mesures soient appropriées aux objectifs qui sont mis de l'avant. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette charte-là? Qu'est-ce qu'elle concerne? Est-ce qu'elle concerne vraiment la laïcité de l'État ou est-ce qu'on est en train de nous sortir et voire même de nous inventer des problèmes qui ne concernent pas l'État, qui concernent la société et qui servent de prétexte à ce que l'État s'immisce dans la société et dans la vie des gens? C'est un objectif qui revient souvent, vous l'avez tous entendu à la radio. Alors, ça amène beaucoup de flou et on ne sait plus exactement ce qu'on poursuit. Si vraiment on poursuit la neutralité de l'État et la laïcité, moi je veux bien, mais il faut faire attention à ne pas faire deux poids, deux mesures. Il faut faire attention à respecter les personnes humaines. C'est pas croyable qu'on ait une interdiction pour les personnes alors que sur un mur, on permet d'afficher un signe. Les personnes sont plus importantes que les murs et les personnes ont des droits. Maintenant, on nous dit, attention, attention, il y a de l'intégrisme, il y a de l'intégrisme, il y a de l'intégrisme. Qu'est-ce que c'est déjà, je ne sais pas. Où est-ce que ça se trouve? Je ne sais pas non plus. Comment est-ce que c'est quantifié?
Je ne sais pas non plus. Alors, ça serait bien que les gens qui crient à l'intégrisme nous disent de quoi est-ce qu'ils parlent exactement. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur que les personnes religieuses deviennent du jour au lendemain des terroristes? Est-ce que c'est pour ça qu'on veut retirer le droit de porter des signes religieux? Ça change rien. Écoutez, je suis pas sûr que ça ait un effet vraiment sur les gens qui sont mal intentionnés. Non seulement ça, mais en termes de droits, je pense qu'il faut savoir que les droits civils au Canada ont déjà été levés et M. Charkaoui est un bon exemple des excès que ça peut entraîner. On n'a pas besoin de lever plus de droits que ça. Est-ce qu'on craint d'autres crimes? Qu'on me le dise ouvertement. Qu'on me dise qu'il n'y a pas déjà des lois existantes. Qu'on me dise s'il faut les renforcer. Mais qu'on arrête de faire 2 poids, 2 mesures et d'accuser les religions ou une religion en particulier d'être plus criminelle que qui que ce soit d'autre dans la société. Ça, c'est de la stigmatisation. Et quand bien même on veut faire du prosélytisme, c'est pas interdit dans notre société. Les athées sont bienvenus à dire ce qu'ils pensent, à convertir à acquérir les autres à leur vision du monde, si ça leur tente. Ils peuvent bien penser, et on peut bien penser, que la religion peut causer certains problèmes. Il faut les dire, il faut s'exprimer et il faut dialoguer. Parce que quand on veut parler avec quelqu'un, quand on veut le libérer, c'est pas en le contrôlant, c'est pas en lui imposant des règles qu'on va réussir à libérer quelqu'un si c'est ça l'objectif. Si on veut libérer quelqu'un, si on prétend qu'on a un argument, il faut qu'on laisse cette personne exercer son jugement. Et c'est pas avec une interdiction qu'on laisse les femmes exercer leur jugement. Alors, quelle que soit la position là-dessus, ça tient pas la route. Alors voilà, je voulais vous dire qu'il faut surtout pas confondre les enjeux. Il faut bien se garder de confondre sécularisation et laïcité. Il faut se garder de grossir les problèmes. Il faut bien prendre des moyens appropriés. C'est ce que je voulais vous dire avant d'entrer dans quelque chose d'un peu plus coriace et vous amener, vous faire état du vocabulaire qui a été développé pour nommer le problème auquel on assiste au Québec aujourd'hui, qui est bel et bien, et ça a été dit avant moi, qui est bel et bien une augmentation du racisme et de l'islamophobie. Et ça, il faut le nommer. Il faut être capable de faire mieux que fait M. Drainville. J'ai été sur son site Internet. J'ai lu son projet et ce qu'il écrit en introduction. Et vous savez ce qu'il nous dit en introduction? Il nous dit la discrimination, c'est différent pour vous, c'est différent pour moi. La discrimination, ça dépend un peu de qui en parle. La discrimination, c'est une question de perception. Voilà ce qu'il nous dit. Et en nous disant ça, il balaye le travail de centaines, voire de milliers de personnes sérieuses qui ont travaillé sur l'antiracisme, qui ont travaillé contre la discrimination et qui ont travaillé contre la discrimination en emploi. Quand on entend le ministre Drainville parler d'islamisation, c'est inacceptable. Quand on entend une animatrice très connue sur une chaîne publique qui a une émission le matin, j'ai pas besoin de la nommer, qui dénonce un problème d'attitude chez les gens qui dénoncent le racisme, je crois qu'on est rendu loin dans la propagande ou dans le discours qui tolère le racisme. Si les gens qui dénoncent ont un problème d'attitude, je crois qu'on ne se comprend pas ici et c'est ce à quoi je vais essayer de remédier en vous disant précisément c'est quoi la définition de la discrimination et d'actes racistes. Alors de Suzanne, parce que c'est pas un problème d'attitude, je reprends mon souffle et je vous parle calmement. Avant, je tiens à vous dire que je vais y aller avec des mots qui sont jugés sévèrement. Mais au-delà des mots, je pense qu'on on peut trouver des alliés dans notre lutte, on peut trouver des alliés parmi les Québécois, je tiens à le dire. On a deux anciens premiers ministres qui soulignaient que la Charte va trop loin,
On en a même un qui expliquait que les Québécois ont une image négative et tronquée de l'islam et des musulmans. Mais en disant ça, je crois qu'il identifiait bien le problème, mais il ne savait pas encore le nommer. Ce problème-là, ça se nomme. Ça s'appelle le racisme et ça s'appelle l'islamophobie. Je vous lis l'affirmation de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec qui dit « Toute personne au Québec a le droit d'être traitée en pleine égalité et par conséquent à la protection contre la discrimination interdite dans l'exercice de l'ensemble de ses droits et libertés reconnus par la Charte. » Donc l'ensemble de ses droits, ça veut dire aussi le droit à la religion. Être brimé à cause de son droit à la religion, dans son droit à la religion, c'est de la discrimination. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur non plus de s'inspirer des travaux qui ont été faits, des résolutions qui ont été prises au niveau international. J'aimerais vous lire une définition qui nous vient peut-être d'Europe, mais qui est très certainement valable, qui nous vient du Bureau européen pour les institutions démocratiques et les droits humains. Et je vais citer en anglais. Il nous dit « Intolerance and discrimination on the grounds of religion also amount to racism and racial discrimination, even when not linked to an ethnic group. » Donc, quand on est discriminé pour des questions religieuses, même si c'est pas lié à un groupe ethnique, même le Québécois qui est converti, ça équivaut à du racisme. Ça aussi, il faut le savoir et il faut pas avoir peur de le dire, mes amis. Et j'en profite pour rajouter que ça vaut vraiment la peine de s'inspirer de ce genre de définition, parce que c'est pas tout ce qu'on nous dit, hein? Et il y a vraiment des choses qu'il faut discuter, sur lesquelles il faut se faire comprendre. Je me permets de poursuivre, hein? Cet organisme-là nous dit qu'en exprimant des fondements à la discrimination, comme le langage ou la nationalité, on peut élargir la définition de la discrimination au-delà de celle qui existe dans d'autres organisations. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui trouvent aussi qu'il y a des standards internationaux pour lesquels la discrimination contre la religion est du racisme, tout comme la discrimination en vertu de la langue est du racisme, tout comme la discrimination en vertu de la nationalité est du racisme. Pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce que la société québécoise dans laquelle on vit, les Québécois ont aussi connu de la discrimination. Ils ont aussi connu de la discrimination sur la base de la langue. Ils ont aussi parfois connu de la discrimination sur la base de la nationalité. Il faut leur dire, mes amis, on vit parfois les mêmes problèmes. Il faut se comprendre et il faut aller de l'avant. Parce que la lutte contre toutes les discriminations, ça concerne tout le Québec. Je pourrais aller plus loin en vous amenant plusieurs distinctions qui sont faites aussi et qui sont souvent utilisées, comme entre la discrimination raciale directe et la discrimination indirecte. Simplement pour dire que quand on vise directement les signes religieux, hein, quand certains nous disent « Non, non, moi j'ai rien contre l'islam, j'en ai contre toutes les religions », c'est un point de vue très pernicieux. Déjà, attaquer les gens sur la base du fait qu'ils pratiquent une religion, c'est discriminatoire. Et ne pas tenir compte qu'il y a des femmes en plus qui seront visées doublement, à la fois parce qu'elles sont femmes et à la fois parce qu'elles pratiquent leur religion, c'est une discrimination indirecte et c'est une double discrimination. Merci beaucoup. Alors, il faut faire attention de ne pas se diriger non plus vers une discrimination qui devient systémique, vers une situation où la situation d'inégalité est cumulative qui résulte de l'interaction sur le marché du travail, de pratiques, de décisions, de comportements individuels ou ici, dans notre cas, institutionnels, ayant des effets préjudiciables, qu'ils soient voulus ou non, sur les membres de minorités visibles, ça constitue de la discrimination systémique. Et il faut faire attention avec la loi que le Parti québécois avec Mme Marois est en train d'amener. Ça risque d'amener de la discrimination systémique et il ne faut pas avoir peur de le dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de le dénoncer parce que ça s'apparente aussi et c'est l'équivalent d'une forme de racisme. Le racisme, c'est quand
la croyance qu'un motif tel que la race, la couleur, la langue, la religion, même la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique justifie le mépris envers une personne ou un groupe de personnes ou justifie l'idée de supériorité d'une personne ou d'un groupe de personnes sur les autres. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de racisme ici, hein? C'est ça qu'on a vu ces dernières semaines dans les autobus, dans les centres d'achat, même des groupes de femmes qui font des communiqués pour dénoncer des violences verbales et des violences physiques qui sont faites à des personnes, surtout des femmes, qui sont identifiables à cause de leur religion. Quand il y a de la violence verbale et physique qui augmente, il y a de quoi s'inquiéter. Mais même quand on creuse derrière ça, hein, l'idée qu'une femme musulmane ne puisse pas exercer correctement son jugement pour porter le voile ou pour l'enlever, selon son gré. Hein? L'idée qu'un homme sikh ne peut pas faire la même chose pour porter ou pas le turban, ça commence déjà à devenir une forme de mépris. Et ça commence déjà à devenir une forme de sentiment de supériorité mal placé. Refuser à une personne la capacité, et je parle particulièrement aux femmes qui portent le voile, leur refuser la capacité d'exprimer le sens du vêtement qu'elles portent, c'est déjà un déni d'humanité envers ces personnes. Dire aux femmes voilées, à leur place, ce qu'elles veulent dire par leur voile, c'est déjà les empêcher de le dire elles-mêmes. C'est déjà leur enlever leur voix et leur enlever leur voix démocratique. C'est injuste. Et je me demande bien sur quoi ça repose, sinon sur un faux sentiment de supériorité qui pave la voie à pire et qui pave la voie au racisme. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qu'on nous ressort le plus souvent. Comment pouvez-vous lancer de telles accusations? La religion n'est même pas une race. On nous la sort souvent, celle-là. Et c'est précisément ce qu'il y a de pernicieux et de sournois dans la situation actuelle qui existe au Québec, et pas seulement au Québec, mais qu'on est en train d'importer chez nous. Ce qui arrive, c'est, et je vais citer un grand spécialiste de l'extrême droite qui s'appelle Jean-Yves Canu, ce qui arrive, c'est qu'idéologiquement, le racisme actuel s'inscrit dans le cadre d'un racisme sans race. Un racisme dont le thème dominant n'est pas l'hérédité biologique, mais l'irréductibilité des différences culturelles. Un racisme qui, à première vue, ne postule pas la supériorité de certains groupes ou peuples par rapport à d'autres, mais seulement, entre guillemets, la nocivité de l'effacement des frontières et l'incompatibilité des genres de vie et des traditions. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Il y aurait des modes de vie, il y aurait des traditions qui seraient incompatibles avec nous au Québec. Et c'est ce qu'on a pu appeler à juste titre un racisme différentialiste. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Différentialiste, ça veut dire exacerber les différences, jusqu'à faire croire que parce que vous êtes différent, vous n'êtes pas compatible avec la société d'accueil. Que parce que vous êtes différent, vous ne pouvez pas cohabiter avec les autres comme tout le monde. Et partant de là, parce que vous êtes différent, que vous n'avez pas les mêmes droits. Voilà contre quoi je me bats, moi, aujourd'hui. Je vais vous expliquer très brièvement, si vous n'êtes pas encore tanné de m'entendre, je vais vous expliquer très brièvement comment s'installe ce racisme. Parce qu'on a beaucoup entendu dire « Non, vous ne pouvez pas lancer de telles accusations. Non, vous ne pouvez pas nous comparer au Front national français, à l'extrême droite européenne et tout. » OK, on va voir. Il faut bien distinguer les choses, je l'ai dit, il faut bien distinguer les choses. Chez l'extrême droite, le racisme, ça devient un principe d'action qui est mis de l'avant. C'est ce qu'on voit en France, en Italie, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Autriche, en Belgique et malheureusement à d'autres endroits. C'est un discours qui vise d'abord les immigrants et les réfugiés, en particulier les populations originaires des pays musulmans, quelquefois aussi l'islam lui-même en tant que religion et en tant qu'il est souvent amalgamé. Je cite encore une fois Jean-Yves Canu, grand spécialiste de l'extrême droite, qui nous dit souvent l'islam est souvent amalgamé avec son expression politique qui est l'islamisme. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Heureusement, ici au Québec, on n'a pas de parti d'extrême droite. Je prends le temps de bien le dire parce que je sais que demain matin, on va me lancer des tomates et on va m'accuser. Hein?
Alors, je ne le dirai pas trop souvent. Voilà. Alors, ce qui arrive, je poursuis, Jean-Yves Camus souligne que le discours raciste et xénophobe se fait entendre également au sein des partis mainstream. Il constate, on résume le propos de Camus, il constate que la progression de l'extrême droite semble en partie stabilisée, mais il se demande si cette stabilisation, voire son déclin dans certains pays européens, ne s'accompagne pas parfois d'une victoire idéologique. Une victoire qui consiste à avoir réussi à imposer son agenda xénophobe à une partie des mouvements politiques démocratiques. Faisons attention à ça. Parmi les enjeux qu'il souligne, il a bien noté l'essentialisation de l'islam, quand on a une image toute faite de l'islam, et les gains de la théorie qu'on appelle le choc des civilisations. Quand on dit, mesdames, messieurs, parce que vous avez une religion différente, vous n'êtes pas compatibles. Quand on nous dit ça, eh bien, c'est que le discours et l'agenda islamophobe qu'ont prôné les partis d'extrême droite européens ont commencé à investir les partis mainstream. Et maintenant, si on se retourne vers la France pour regarder ses doigts multiples sur la laïcité et qu'on regarde les partis mainstream, mais malheureusement, il faut savoir que ce discours-là a eu des conséquences. Et il faut faire attention de ne pas importer le discours xénophobe et le discours, franchement, je le dis, populiste au Québec, parce que ça se traduit partout, on l'a vu, par une augmentation du racisme. Exactement. C'est pas la France. Alors, on ne veut pas que ça devienne comme ça a été en France ou en Belgique, où il y a des statistiques. Vous connaissez peut-être le collectif contre l'islamophobie en France. Vous connaissez peut-être moins une association en Belgique qui s'appelle Muslim Rights Belgium. Si vous allez sur leur site Internet, si vous regardez leur rapport, vous allez voir comment ils ont répertorié l'islamophobie qui progresse dans les partis politiques, qui progresse dans les médias, qui se répand ensuite sur la toile et sur l'Internet et qui redescend finalement dans la rue. Faisons attention, mes amis. Faisons attention à cette islamophobie reprise par les partis politiques. Faisons attention à cette islamophobie qui circule sur la toile et faisons attention à ce que ça ne descende pas encore plus que ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue par des actes violents. Et je vais terminer en vous disant donc de faire attention à ce qui s'appelle le racisme stratégique. Parce que quand on entend le ministre Drainville nous dire qu'il y a un danger d'islamisation, quand on entend Pauline Marois nous dire que le voile c'est un symbole de soumission, on se demande, mais est-ce que vous vous croyez vraiment ou est-ce que vous êtes en train d'accentuer les préjugés sans même avoir vous-même des préjugés juste pour gagner des votes? C'est irresponsable. Totalement irresponsable. Et je me demande si on n'a pas affaire à aussi l'islamophobie qui s'immisce dans les institutions. J'ai lu, mes amis, le rapport du Conseil du statut de la femme qu'on nous cite et qu'on nous cite tant et dont tant de gens veulent s'inspirer. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je vous le dis et je vous le cite à la page 71. J'ai vu ce qui ressemble à une rumeur qu'on connaît quand on s'intéresse un peu, quand on suit sur Internet. Une rumeur qu'il y aurait des femmes en Belgique, en France, qui sont payées pour porter le voile. D'où est-ce que ça vient? Quelles sont les sources? Qui a été payé? Qui a reçu de l'argent? Comment et de qui? Qu'on mette des journalistes d'enquête là-dessus. Parce que là, ça se ramasse dans les rapports gouvernementaux. Moi, j'ai fait une petite recherche. Tout ce que j'ai trouvé, c'est le site Oaksbuster. Le site Oaksbuster dont le président pour la France nous disait une rumeur sur deux est islamophobe. Ce site-là dénonce cette rumeur-là. Est-ce que c'est ça qui inspire le Conseil du statut de la femme? Est-ce que c'est ça qui inspire le gouvernement? Est-ce que Mme Marois est en proie à une rumeur islamophobe? Je pose la question, les amis. Et j'espère que vous allez la poser avec moi. Et je conclurai sur une seule chose. J'espère que vous allez vous approprier tous les mots que je vous ai dit aujourd'hui. J'espère que vous allez dénoncer l'islamophobie et le racisme. Et j'espère que vous allez trouver des alliés dans la société québécoise. Parce que moi, je vais aller encore un peu plus loin que les premiers ministres.